Tu es toujours si occupé avec ce travail à toi. Une étrange clarté m'envahit. Ma voix sort plus douce que je ne l'attendais. Vous ne m'avez jamais demandé. Vous vous êtes assuré que je ne puisse pas venir. Le silence qui suit ressemble à un aveu. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, je continue, la prise de conscience s'épanouissant comme un bleu. Tous ces voyages en famille dont j'avais entendu parler après coup. Les réunions de vacances prévues lorsque je travaillais malheureusement. Le schéma remonte plus loin que je ne peux le voir. Maman s'avance, la main tendue. Chérie, tu réagis de manière excessive. Asseyons-nous. Je pose les documents de la croisière sur la table de l'entrée. Sans élever la voix ni claquer une seule porte, je prends mon sac de voyage et sors dans l'air du soir. Derrière moi, j'entends ma mère appeler mon nom, mais pour la première fois en 28 ans, je ne me retourne pas. 30 minutes plus tard, mon appartement semble trop silencieux après la confrontation chez mes parents. Je jette mon sac de voyage sur le canapé et m'assieds en tailleur sur le sol, entouré d'albums photos et de boîtes à chaussures de souvenirs que j'ai sortis du fond de mon placard. Le tapis me gratte les jambes nues alors que j'étale tout en demi-cercle autour de moi. Le premier album photo s'ouvre sur Noël 2018. Harper déballant un MacBook. Cody recevant sa première voiture, d'occasion mais valant toujours des milliers. Moi tenant une écharpe de Target avec une étiquette de prix de 19,99 $ toujours attachée. Mon sourire semble authentique sur la photo. Je me souviens avoir cru que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Je feuillette de vieilles photos de vacances, remarquant un schéma que j'avais manqué pendant 28 ans. Voyage en famille à Yellowstone? Désolé, Rhin, quelqu'un doit arroser les plantes. Disney World? Ton stage est cette semaine-là, tu te souviens? Week-end à Napa? Tu n'apprécierais pas de toute façon, ma chérie. Mon téléphone vibre. Un texto de maman. Nous devons parler de ce malentendu. Malentendu. Comme si trouver la preuve d'une exclusion délibérée pouvait être mal interprété. Je mets mon téléphone en silencieux et rapproche mon ordinateur portable, ouvrant une feuille de calcul intitulée « Budget mensuel ». En parcourant les entrées, je surligne chaque virement vers le compte de mes parents. 350 $ en avril, les coûts d'insuline de papa ont augmenté. 1400 $ en juin, quote-part de l'hôpital pour le diabète de papa. 800 $ en août, la voiture de maman a besoin d'une réparation de la transmission. 2800 $ le mois dernier, fonds d'urgence familiale. Le dernier me frappe le plus durement, mon argent pour le Lactao. L'argent qu'il savait que j'économisais, suivant chaque projet de conception supplémentaire, sautant les déjeuners au restaurant, prenant du travail en freelance le week-end. L'argent qu'ils avaient accepté alors qu'ils détenaient déjà des billets de croisière avec le nom de tout le monde sauf le mien. Mon estomac se noue alors qu'un autre souvenir refait surface. 7 ans. Regarder Harper pratiquer ses gammes avec son coach vocal pendant que j'étais assise à la table de la cuisine. Puis-je prendre des cours de piano aussi? Avais-je demandé à maman. Nous ne pouvons pas nous permettre 2 enfants et des cours de musique, Rhin. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine n'est jamais venue. Mais Cody a eu des cours de guitare 6 mois plus tard. Les souvenirs affluent plus vite maintenant. 13 ans. Sanglotant à la table de la cuisine après avoir appris que je ne pouvais pas participer au voyage scientifique de 8e année sur la côte de l'Oregon. 400 $, c'est trop en ce moment, avait dit papa en me tapotant l'épaule. 3 semaines plus tard, ils ont surpris Cody avec un voyage de camping père-fils qui a coûté 2 fois plus cher. Les années universitaires. Travaillant à 3 emplois pendant que mes frères et sœurs voyaient leur loyer payé et leur assurance automobile couverte. Tu es si indépendante, ma chérie, disait maman. Nous savons que tu peux le gérer. Mon téléphone sonne à nouveau. Harper cette fois. Je réponds contre mon meilleur jugement. Rhin, c'est ridicule. Tu fais pleurer maman. J'ai trouvé les documents de la croisière, Harper. Ce n'est pas ce que tu penses. Sa voix semble répéter, comme si elle lisait un script. Nous voulions t'inviter, mais maman a dit que tu comprendrais. Tu comprends toujours. Les 3 derniers mots restent en suspens entre nous. Tu comprends toujours. Plus maintenant, je murmure en terminant l'appel. Je vais dans le placard de ma chambre et je sors une petite boîte de l'étagère du haut. À l'intérieur se trouve un kit de fabrication de bijoux emballés sous film plastique, exactement comme celui que j'avais supplié pour mon 9e anniversaire.
Le même kit que maman avait dit être tout simplement trop cher avant d'acheter à Harper sa 3e poupée American Girl la semaine suivante. J'ai acheté ce kit pour moi-même l'année dernière sur Etsy. 35 $. Je l'ai gardé scellé comme un rappel, bien que de quoi, je ne l'ai jamais vraiment articulé jusqu'à maintenant. Mon téléphone sonne avec un texto de Cody. C'est n'importe quoi, Rein. Nous t'avons toujours incluse. Puis un autre. Tu es dramatique. Puis, d'accord, combien veux-tu pour laisser tomber? Je pose le téléphone face contre table alors que ma sonnette retentit. Par le Judas, je vois Mélissa tenant une bouteille de vin et des sacs de plats à emporter. Ma meilleure amie depuis l'université, la personne qui a été témoin de ma course pour résoudre chaque crise familiale pendant des années. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de renfort, dit-elle quand j'ouvre la porte. Tu as une mine affreuse. J'ai découvert que ma famille m'excluait délibérément des choses depuis pratiquement toute ma vie, dis-je, essayant d'être désinvolte et échouant. Rien de grave. Rien de grave? Mélissa entre, pose tout et me serre dans ses bras d'une étreinte qui me brise presque. Il était temps que tu le remarques. Quoi? Elle se recule, les yeux sérieux. Rein, je t'ai vu tout laisser tomber pour ta famille pendant des années. Noël dernier, tu as dépensé le salaire d'un mois pour leur cadeau et tu as reçu des chaussettes en retour. Ils t'appellent pour de l'argent, pour garder les enfants, pour un soutien émotionnel, mais quand est-ce que la dernière fois ils se sont montrés pour toi? La question reste en suspens dans l'air, sans réponse. Mon téléphone s'allume avec un message vocal de papa. Ta mère est très contrariée. Tu es ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, je répète, un rire creux s'échappant. Plus tard dans la semaine, mon collègue James m'apporte un café après que je lui ai expliqué pourquoi j'étais distraite. Mes parents aussi faisaient du favoritisme, dit-il doucement. Ça te perturbe, ça te fait penser que tu es le problème. Cet après-midi-là, je suis assise dans le bureau du docteur Eleanor Warren, ma thérapeute depuis 6 mois, expliquant la situation de la croisière. Ce que j'entends, dit-elle prudemment, c'est que vous avez découvert un schéma qui existe depuis toute votre vie. Ce n'est pas un comportement familial normal, Rein. J'ai toujours pensé que je réagissais de manière excessive. Ma voix semble petite. Vous ne le faisiez pas. Et maintenant, vous avez des choix à faire sur la façon de répondre. De retour à la maison, entouré de preuves d'années de traitement inégal, je prends une décision. J'envoie un texto à Mélissa. J'ai fini d'être pratique. Pour la première fois de ma vie, cela semble être la vérité. 4 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 14e fois aujourd'hui. Oncle Jerry, cette fois, quelqu'un à qui je parle peut-être 2 fois par an lors des réunions de famille. Le message vocal qu'il laisse semble répéter. Rainy Girl, ta mère s'inquiète à mort pour toi. Les désaccords familiaux arrivent, mais tu ne peux pas simplement disparaître. Rappelle-la, ma chérie. J'ajoute son numéro à ma liste de blocage croissante et je me verse une autre tasse de café. Maman a recruté la cavalerie de la famille élargie. Hier, c'était tante Patricia. Avant ça, cousine Megan. Chacune lisant le même script invisible, pardonner et oublier. La famille d'abord. Tu réagis de manière excessive. La sonnette retentit. Par le Judas, je vois papa se balancer d'un pied sur l'autre, un sac en papier serré dans ses mains. Pendant un instant, mon doigt plane sur le pen dormant. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des années, juste des banalités sur le temps et son taux de glycémie. Et maintenant, soudain, il veut parler? Je recule de la porte. Après 20 minutes, sa voiture démarre et s'éloigne. Plus tard, je trouve un sac à l'extérieur contenant mes biscuits d'enfance préférés et une carte qui dit « Nous devons parler ». Tu me manques. L'écriture est celle de maman. Au travail, un courriel de Harper circule à plusieurs amis communs. Très inquiète pour Rein. Elle se comporte étrangement ces derniers temps. Refuse de voir la famille. Ignore les appels. Si l'un de vous a de ces nouvelles, s'il vous plaît, faites-nous savoir qu'elle va bien. Nous sommes préoccupés par son état mental. Je le transfère au docteur Warren avec pour objet, pièce à conviction C. Sa réponse arrive en moins d'1 heure, c'est ce qu'on appelle les singes volants. Une tactique classique de préservation du système familial. Lorsque Cody apparaît dans le hall de notre bureau le jeudi, Tara de la réception m'envoie un avertissement par texto.
Je prends mon ordinateur portable et je sors par l'entrée arrière, mais il m'attend sur le parking, appuyé contre ma voiture. Tu ne peux pas m'éviter éternellement, dit-il, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage a le même air juste qu'il avait quand nous étions enfants et qu'il me blâmait pour quelque chose qu'il avait fait. Je ne t'évite pas. Je refuse de te voir. Il y a une différence. Je garde mes clés entre mes doigts, bien que je sache que je n'en aurai pas besoin comme arme. La colère de Cody a toujours été bruyante mais inoffensive. Tu déchires cette famille, dit-il, la voix s'élevant. Maman dort à peine. Papa vérifie son téléphone sans arrêt. Les enfants n'arrêtent pas de demander où est en train. Un rire m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. C'est moi qui déchire la famille. Je n'ai pas prévu de croisière sans toi. C'était différent. Nous pensions. Vous pensiez quoi? Que je ne le découvrirais pas? Que je continuerais à vous donner de l'argent pour toujours pendant que vous profitiez tous de vacances que j'ai payées mais auxquelles je n'étais pas invité? Son visage rougit. Ce n'était pas comme ça. Nous planifions cette croisière depuis 8 mois. Maman pensait. 8 mois. Le mot me frappe comme un coup physique. J'ai annulé mon voyage au lac Tahoe il y a exactement 8 mois. 8 mois, je répète, ma voix stable malgré le tremblement dans ma poitrine. Vous avez planifié cette croisière en me disant d'annuler mes vacances parce que l'argent était serré et que la famille avait besoin de mes économies. Quelque chose change dans son expression, une lueur de honte rapidement remplacée par de la défensive. Tu aides toujours. C'est ce que tu fais. Le parking autour de nous se brouille légèrement alors que la clarté m'envahit. Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, n'est-ce pas? J'étais le plan de secours, le filet de sécurité, le distributeur automatique de billets. Ce n'est pas juste. Non, j'acquiesce en le contournant pour déverrouiller ma voiture. Ça ne l'était pas ce soir-là, j'appelle mon opérateur de téléphonie mobile et je demande un changement de numéro, avec effet immédiat. La représentante me demande si je suis victime de harcèlement. Famille, dis-je simplement. N'en dites pas plus, répond-elle. Le nouveau numéro sera actif dans l'heure. Le lendemain matin, à la banque, je ferme le compte joint auquel mes parents avaient accès depuis l'université. Le solde montre 17 retraits au cours de la dernière année, aucun effectué par mois. Je transfère le solde restant sur mon compte personnel et je demande une nouvelle carte. Quand l'invitation à la fête d'anniversaire de Harper arrive, j'écris « Je ne suis pas disponible » sur la carte RSVP et je la renvoie le jour même. L'invitation au pique-nique familial du 4 juillet reçoit la même réponse. J'ai mis en place un filtre de messagerie qui répond automatiquement aux messages de la famille par « Merci pour votre courriel. Je ne suis actuellement pas disponible ». À chaque limite, ma respiration devient plus facile. Le soir même, le site web de l'agence de voyage brille sur l'écran de mon ordinateur portable alors que j'entre les informations de ma carte de crédit. Un billet aller-retour pour Barcelone, départ dans un mois. J'ai toujours voulu voir l'architecture de Gaudí. La page de confirmation apparaît et pour la première fois depuis des mois, je souris, un vrai sourire qui atteint mes yeux. Je sors une boîte en carton de sous mon lit. À l'intérieur se trouvent des photos d'enfance, des bulletins scolaires que mes parents n'ont jamais affichés, des rubans de participation à des événements auxquels ils n'ont jamais assisté. Je glisse la boîte sur l'étagère supérieure de mon placard, pas jetée, mais plus là où je peux la voir tous les jours. Le lendemain, à la bijouterie du centre-ville, j'essaie un pendentif en argent que j'admire depuis des années mais que j'ai toujours jugé trop extravagant. Le poids de celui-ci contre ma clavicule me semble juste. L'employé de vente l'enveloppe dans du papier de soie, mais je demande à le porter maintenant. Cet achat n'est pas une vengeance, dit le docteur Warren lors de notre séance du jeudi, en remarquant le collier. C'est une réappropriation. Vous vous réappropriez des ressources qui ont toujours été les vôtres. La semaine prochaine, lorsque mon téléphone sonnera avec un numéro inconnu, je l'ignorerai presque, mais quelque chose me pousse à répondre. Rein. La voix de Harper semble paniquer. Dieu merci. Ton numéro a été déconnecté et j'ai dû appeler tout le monde pour te trouver. La babysitter a annulé et je suis toujours en croisière. Peux-tu prendre les enfants demain? C'est une urgence. Je ne suis pas disponible, dis-je en utilisant les mêmes mots que j'ai écrits sur chaque carte RSVP. Mais. Je ne suis pas disponible, je répète, et je termine l'appel. Le lendemain, Melissa et moi déjeunons ensemble lorsqu'un autre numéro inconnu apparaît. Cody cette fois,
la voix tendue par le stress. Ma voiture est en panne. Le garage veut 800 $. Peux-tu les transférer sur mon compte? Je te rembourserai le mois prochain. Je ne suis pas disponible, dis-je, et je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. L'appel final arrive 3 jours plus tard alors que je réserve une visite gastronomique à Barcelone. La voix de maman oscille entre la colère et la panique. Le paiement de l'hypothèque est dû demain et nous sommes à court. Les factures médicales de ton père ce mois-ci étaient plus élevées que prévu. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide, comme tu l'as toujours fait. Je regarde une vidéo de la Sagrada Familia pendant qu'elle parle. La cathédrale est en construction depuis plus d'un siècle, mais elle se dresse magnifique même dans son inachèvement. Je ne suis pas disponible, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil s'étire jusqu'à ce que je pense qu'elle a peut-être raccroché. Puis, d'une petite voix que je n'ai jamais entendue auparavant, elle demande, « Que sommes-nous censés faire sans toi ?» La question contient la vérité qu'ils n'ont jamais reconnue. Ils ont bien plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Débrouillez-vous, dis-je, et j'appuie sur le bouton rouge de mon écran. Je regarde le plafond conçu par Gaudí dans la vidéo, ses formes organiques s'élevant vers le ciel comme une forêt de pierres. Je compte les jours jusqu'à mon vol. Je compte les jours jusqu'à ce que je parcours ces salles moi-même, seul mais pas solitaire, ne transportant que ce que je choisis d'apporter. Pour la première fois de ma vie, le poids de l'obligation familiale se lève de mes épaules, et je me tiens droite et fier. Une semaine après la croisière, mon téléphone vibre avec le 23e texto depuis le petit déjeuner. Je jette un coup d'œil à l'écran encore Gaudí avant de le mettre complètement en silencieux. Ils sont revenus d'Alaska, et le désespoir dans leur message grandit de jour en jour. Nous devons parler de ce qui s'est passé. La tension artérielle de papa est montée en flèche à cause de ça. Peux-tu au moins nous dire que tu es en vie? Je pose mon téléphone face contre table sur mon bureau, remarquant que mon pouls ne s'accélère plus lorsque leur nom clignote sur mon écran. Les plus petites victoires semblent toujours monumentales. Mon collègue James jette un coup d'œil par-dessus son moniteur. La famille fait encore exploser ton téléphone? Comme une horloge, je réponds en me retournant vers mon projet de conception. Ils viennent de terminer une croisière de luxe qu'ils m'ont manipulée pour que je finance avec l'argent de mes vacances. Maintenant, ils sont choqués que je ne réponde pas à leur message. James siffle bas. Et ils s'attendaient sérieusement à ce que tu oublies tout ça? Ils s'attendaient à ce que je pardonne, comme je le fais toujours. Plus tard dans la soirée, Mélissa s'affale sur mon canapé avec 2 verres de vin. Harper m'a appelé aujourd'hui, elle a dit qu'elle dépense une fortune en garde d'enfants professionnels depuis que tu as disparu. J'accepte le verre, ressentant une pointe de quelque chose, pas de la culpabilité, mais de la surprise face à son absence. Comme c'est terrible pour elle de payer pour un service que le reste d'entre nous doit payer. Elle a aussi mentionné que ta mère prépare une sorte d'urgence familiale pour te faire revenir. Mon rire éclate si soudainement qu'il nous surprend toutes les deux. Bien sûr qu'elle le fait. Urgence est son langage d'amour. Le lendemain matin, un numéro inconnu s'allume sur mon écran. Contre toute attente, je réponds. Rhin. La voix de ma tante Deb tremble. Dieu merci. Ta mère a dit que tu pourrais faire une dépression. Elle m'a demandé de vérifier si tu allais bien. La manipulation est si transparente qu'elle en devient comique. Je vais bien, tante Deb. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Oh. La confusion colore sa voix. Alors pourquoi ne retournes-tu les appels de personne? Ton père a essayé ce vieux truc de culpabilité qu'il utilisait quand tu étais petite, tu sais, celui de t'apprendre à faire du vélo? Je souris, me souvenant du message vocal où il mentionnait les leçons de vélo qu'il n'a jamais vraiment terminées, comment il m'a poussé dans notre allée escarpée et s'est éloigné quand je suis tombé, appelant cela à prendre l'indépendance. Pendant ce temps, Harper a appris avec sa main stable sur son siège tout le temps. Dis-leur que je ne suis pas disponible, dis-je simplement. 4 jours plus tard, le texto de Harper arrive, les enfants sont dévastés sans entrain. Max s'est endormi en pleurant en te réclamant. Le même Max qui me voit 3 fois par an au maximum. Le même neveu qui m'a appelé la dame de la pluie de Noël dernier parce qu'il avait oublié mon nom. L'approche de Cody passe des demandes occasionnelles à une fureur à peine contenue. Maman et papa marchent peut-être sur des œufs avec toi, mais pas moi. Quelle sœur tu fais? Le paiement de ma voiture est du lundi. Le barbecue annuel de la famille de l'oncle Pet arrive, le rassemblement que je n'ai jamais manqué en 15 ans.
Je présente mes regrets cette année. Ma cousine Jamie appelle le lendemain. C'était la chose la plus étrange, dit-elle. Ta chaise vide est devenue cette présence que tout le monde n'arrêtait pas de regarder. Tante Suzanne a donné des excuses sur où tu étais jusqu'à ce que l'oncle Pet demande carrément ce qui s'était passé. Qu'a-t-elle dit? Elle a essayé la rengaine, Rein est juste occupée par son travail, mais ensuite ton père a mentionné quelque chose à propos d'une croisière, et tante Catherine a demandé pourquoi tu n'étais pas invité. La voix de Jamie baisse jusqu'à un murmure. Tout le monde s'est tu. Catherine était furieuse, elle a dit qu'elle n'exclurait jamais un de ses enfants comme ça. D'autres étaient d'accord. Ta mère est partie tôt avec une migraine. L'image me fait sourire alors que je regarde mon appartement. Les murs, autrefois d'un beige de location, brillent maintenant du corail profond que j'ai toujours aimé mais que maman appelait trop voyant. Des œuvres d'art abstraits que j'ai choisies sont accrochées là où les photos de famille dominaient autrefois. Ma lettre de promotion est encadrée sur mon bureau, celle que j'ai obtenue après avoir enfin eu des soirées libres pour travailler sur le portfolio que j'avais reporté pendant des années à cause des urgences familiales. Mon application bancaire sonne. Un autre dépôt d'épargne automatique effectué. Sans les prêts constants à ma famille, les chiffres augmentent régulièrement chaque mois. J'ai enfin programmé ce voyage en Espagne. La confirmation se trouve dans ma boîte de réception comme une promesse tenue à moi-même. La sonnette retentit un mardi soir. Par le Judas, je vois maman debout là, son parapluie dégoulinant, les yeux rougis. Pendant un instant, mon doigt plane sur le verrou, les vieilles habitudes remontant comme une inondation. J'ouvre la porte mais je bloque l'entrée. Rein. Sa voix se brise. Dieu merci. Nous étions si inquiets. J'attends, sans rien dire. Nous allons perdre la maison. Les mots tombent entre les sanglots. La deuxième hypothèque. Les factures médicales de ton père. S'il te plaît, aide-nous, une dernière fois. Sa main cherche la mienne, familière dans son attente de conformité. Mais quelque chose a changé en moi, des plaques tectoniques réarrangeant mon paysage intérieur. Si j'étais celle qui se tenait ici, je demande doucement, sans emploi? Fauché? Désespéré? M'accueillerais-tu? La question reste en suspens entre nous. La bouche de maman s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau, mais aucun son n'en sort. Son silence répond plus honnêtement que les mots ne le pourraient jamais. Je hoche la tête une fois, comprenant parfaitement. Puis je ferme doucement la porte. 2 jours plus tard, après la terrible rencontre avec ma mère, l'hôtesse de Bélignès me conduit au fond du restaurant. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes lorsque je les aperçois, maman, papa, Harper et Cody, tous assis à ma banquette d'angle préférée sous le vitrail. La même banquette où nous avons célébré mon diplôme universitaire il y a 6 ans, la seule célébration familiale qui ait jamais été à mon sujet. Pile à l'heure, dit maman, avec un sourire fragile qui n'atteint pas ses yeux. Mélissa me serre le coude avant de se glisser dans la banquette à côté de moi, sa présence une déclaration silencieuse que je n'affronterai pas cela seul. Le dossier en manie dans mes mains semble plus lourd qu'il ne le devrait. Papa s'éclaircit la gorge. Nous apprécions que tu aies accepté de nous rencontrer, Rein. Sa voix a le ton formel qu'il réserve aux directeurs de banque et aux vendeurs de voitures. Bien que tu aurais pu venir seul, ajoute Harper en jetant un regard pointu à Mélissa. Cody se penche en avant, les coudes sur la table. Nous devons mettre tout ce malentendu derrière nous. La famille n'est pas la même sans toi. Ils parlent à tour de rôle, leurs mots coulant avec une précision exercée. Papa me rappelle comment ils ont payé pour des appareils dentaires quand j'avais 12 ans et m'ont acheté une voiture d'occasion pour mon diplôme de fin de lycée. Maman tamponne des larmes invisibles, sa voix tremblant alors qu'elle raconte les sacrifices qu'ils ont faits pour cette famille. Harper et Cody alternent entre culpabilisation et appel à la loyauté familiale, leurs mots se chevauchant dans une danse chorégraphiée. J'attends qu'ils aient fini, mes doigts traçant le bord du dossier. Leur discours flotte dans l'air comme un parfum éventé. Puis-je parler maintenant? Ma voix sort plus stable que je ne l'attendais. 4 paires d'yeux clignent de surprise. Je n'ai jamais demandé la permission de parler auparavant. J'ouvre le dossier et je pose une feuille de calcul sur la table. Ceci est un registre de toutes les contributions financières que j'ai faites à cette famille au cours de la dernière décennie, totalisant 37 842 $. Je tapote le chiffre du bas. Cela inclut les 2800 $ que je vous ai donnés pour les factures médicales de papa la même semaine où vous avez payé votre croisière en Alaska. La main de maman vole à sa gorge.
Je n'ai pas fini. Pour la première fois de ma vie, je l'interromps. Le restaurant semble devenir plus silencieux autour de nous. Je pose ensuite une chronologie, manuscrite sur du papier millimétré. Voici un registre des vacances en famille, des réunions de vacances et des célébrations remontant à 15 ans. Les dates surlignées sont des événements auxquels je n'ai pas été invité ou dont on m'a dit qu'ils étaient annulés pour des raisons financières. Le surligneur jaune couvre près de la moitié de la page. Et ceci, je continue en posant une photographie sur la table, c'est le kit de fabrication de bijoux que j'ai supplié d'avoir à 9 ans. Celui qui était trop cher à 35 $. Je l'ai acheté moi-même l'année dernière. Je le garde scellé comme un rappel. Ma voix ne s'élève pas, ne se brise pas, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle remplit l'espace entre nous, plus forte que leurs discours répétés et plus forte que leurs exigences. Les autres convives se sont tus. Un serveur plane à proximité, ne sachant s'il doit s'approcher. Maman regarde les papiers, son visage parfaitement maquillé se vidant de sa couleur. Papa se tortille sur son siège, tirant sur son col. Harper étudie ses mains. Seul Cody croise mon regard, son expression se durcissant. Et alors? Papa claque soudainement sa paume sur la table, faisant sauter les couverts. Nous avons toujours tout fait pour toi. Tu n'as jamais apprécié tout ce que nous avons sacrifié. L'explosion attire les regards des tables voisines. Je sens Mélissa se tendre à côté de moi, mais je reste calme. Alors ça devrait être facile, dis-je doucement, de nommer 3 choses que vous avez faites pour moi que vous n'avez pas faites pour Harper ou Cody. Juste 3. Le silence qui suit s'étire si longtemps que je peux entendre le personnel de cuisine crier les commandes. Papa ouvre la bouche, la referme. Le visage de maman se contracte, non pas de la manière contrôlée qu'elle utilise pour manipuler, mais d'une véritable détresse alors que la prise de conscience se fait jour. Une larme macule son mascara, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Les yeux de Harper s'écarquillent alors qu'elle regarde nos parents, voyant leur incapacité à répondre à ce qui devrait être une simple question. Cody s'affale contre la banquette, le combat le quittant. Je ne vous déteste aucun d'entre vous, dis-je en remettant mes documents dans le dossier, mais je ne peux pas continuer à faire semblant. S'il doit y avoir une vraie relation entre nous, les choses doivent changer. Je sors une dernière feuille de papier et la pose au centre de la table. Voici mes conditions. Thérapie familiale, au moins 6 séances avant que j'envisage d'assister à des réunions. Indépendance financière totale, plus de prénis de contribution, dans un sens comme dans l'autre. Une reconnaissance publique de la façon dont j'ai été traité, et des excuses sincères. Et du temps. J'ai besoin d'espace pour guérir. Maman tend la main vers la mienne mais s'arrête à mi-chemin quand je n'étends pas la mienne pour la rencontrer. Tu ne peux pas simplement dicter des conditions à ta famille, proteste papa, mais sa voix manque de conviction. Je ne dicte rien. Je me protège. Je glisse hors de la banquette, suivi de Mélissa. Prenez le temps d'y réfléchir. Mon numéro n'a pas encore changé. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Derrière nous, j'entends les sanglots silencieux de ma mère et les tentatives maladroites de réconfort de mon père. Harper m'appelle une fois mais ne suis pas dehors, dans l'air du soir, Mélissa me serre l'épaule. Ça va? Je prends une profonde inspiration, surprise de constater que je ne tremble pas, oui. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que ça va vraiment. Les étoiles au-dessus de Portland brillent plus fort ce soir, comme si elles aussi étaient surprises par ma force retrouvée. Et je dois bientôt préparer mon voyage à Barcelone. Cette fois, je me suis enfin choisi. Quelques mois plus tard, je prépare mon premier Thanksgiving avec ma famille choisie. Je redresse la corne d'abondance au centre de ma table à manger, ajustant une dernière fois les serviettes aux couleurs de l'automne. L'arôme de dinde rôtie et de tarte aux pommes emplit ma nouvelle maison, ma vraie maison, achetée il y a 3 mois avec l'argent de ma promotion que j'avais autrefois réservé pour les urgences familiales. La sonnette retentit, et j'ouvre pour trouver Mélissa tenant en équilibre un plat à gratin, son mari Tom portant du vin. Joyeux Thanksgiving. Elle me serre dans une étreinte à un bras qui ressemble à un rayon de soleil. En moins d'1 heure, ma table est remplie de gens qui ont choisi d'être là, James du travail et son partenaire Daniel, ma voisine Madame Winters qui a perdu son mari au printemps dernier, le docteur Warren qui a insisté pour que je l'appelle Eleanor en dehors de nos séances de thérapie, et 3 autres personnes de mon groupe de soutien sur les limites. La conversation oscille entre rire et pause réfléchie,
personne ne parlant par-dessus les autres ni ne rejetant les histoires de quiconque. Avant de manger, j'annonce en levant mon verre, je veux tous vous remercier de m'avoir montré ce que la famille peut être. Mon regard se porte sur le kit de bijoux scellé exposé sur ma bibliothèque. Ce qui représentait autrefois la privation est maintenant un témoignage de croissance. Plus tard, Eleanor m'aide à charger le lave-vaisselle, ses mouvements exercés témoignant d'années de nettoyage post-vacances. 42 séances, dit-elle en me tendant une assiette rincée. C'est le nombre que nous avons eu. Je hoche la tête, me souvenant de notre première rencontre après la révélation de la croisière. Les cauchemars ont cessé. Et l'habitude de l'argent? Je n'ai pas vérifié le compte en banque de mes parents depuis 8 mois. La compulsion de surveiller leurs finances avait été plus difficile à briser que je ne l'avais prévu. Eleanor sourit. Ta mère t'a mentionné lors de notre séance de mardi. Ma mère a commencé la thérapie 4 mois après notre confrontation au restaurant. Harper s'est jointe à ces séances de temps en temps, travaillant sur sa propre prise de conscience qu'elle recréait nos schémas familiaux avec ses enfants. Elle essaie, poursuit Eleanor. Ton père refuse toujours de venir. Et Cody? 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Le sentiment d'avoir tous les droits est une drogue puissante. La sonnette nous interrompt. James apparaît dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant une enveloppe. Le facteur vient de livrer ça. Il a dit que ça nécessitait une signature. L'enveloppe de couleur crème porte l'écriture distinctive de ma mère. À l'intérieur, je trouve une invitation à la célébration de leur 40e anniversaire le mois prochain. Contrairement aux événements familiaux précédents, celui-ci comprend une note manuscrite. Nous serions ravis que tu te joignes à nous, mais nous comprenons si tu préfères ne pas le faire. S'il te plaît, fais-nous savoir ce qui t'arrange. Tu nous manques. Maman. Pas de culpabilité. Pas de supposition. Pas d'exigence. Progrès, murmure Eleanor à côté de moi. Il y a 3 ans, j'aurais immédiatement réorganisé mon emploi du temps. L'année dernière, j'aurais refusé catégoriquement. Aujourd'hui, je pose l'invitation sur mon comptoir, décidant de l'examiner attentivement quand je serai seul. Les mardis soirs appartiennent désormais au centre de jeunesse où je fais du bénévolat, aidant les jeunes adultes à naviguer dans des dynamiques familiales similaires aux miennes. La semaine dernière, une jeune fille silencieuse de 19 ans nommée Ashley a apporté un jouet d'enfance que ses parents avaient promis à plusieurs reprises mais jamais livré. Achète-le pour toi, lui avais-je dit, puis décide de le garder scellé comme un rappel ou de l'ouvrir comme une réappropriation. Ce matin, j'ai enfin ouvert mon kit de bijoux. Les perles turquoises ont capté la lumière alors que je les enfilais en un collier, pas parfait, mais entièrement mien. Mes invités partent avec des étreintes chaleureuses et des restes dans des contenants qu'ils rapporteront réellement. La maison se calme. Je me tiens près de la fenêtre de mon salon, tripotant mon collier fait main, tout en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs qui promettent un lendemain. Pour la première fois en 29 ans, je regarde vers l'avenir plutôt que vers le passé.